Soyez sanguinaires, soyez sans pitié, accrochez du droit et ils passeront l'arme à gauche. Les dessins animés sont friands de coups sur la tête. Depuis notre enfance, nous avons l'habitude de voir des personnages étourdis, un peu sonnés. Mais a-t-on déjà pensé aux commotions cérébrales ou traumatismes crâniens que les Gaulois ont dû subir? Les Romains en perdaient leur latin. Un groupe de neurologues a passé en revue les 34 albums d'Astérix et a révélé 704 cas de traumatisme crânien. Heureusement, aucun ne s'est révélé mortel ou irréversible. C'est une autre histoire dans la vraie vie. Dangerous game. Sometimes, there's big guys moving around at high speeds. Plus spectaculaire encore que les dessins animés, certains sports comportent des risques importants pour la tête. Le hockey, bien sûr, mais aussi le football, la boxe ou le ski, par exemple. Les chocs reçus sont souvent violents et peuvent provoquer des traumatismes crâniens mineurs, majeurs ou modérés qui s'expriment d'une façon tout à fait différente. Certains s'en sortiront avec peu de séquelles, alors que d'autres verront leur vie complètement bouleversée. Ces jours d'entraînement pour le HC Cloten. Et Patrick von Gunten, défenseur du club, est en arrêt de jeu. Il a subi une commotion cérébrale 3 semaines plus tôt. Tu penses que tu vas revenir? Ouais, c'est dur à dire. À cause de la convention, on ne peut pas vraiment dire si c'est encore 2 jours ou bien 2 semaines. Puis c'est le médecin qui va décider, de toute façon. Ouais, pas vraiment le médecin, c'est parce que lui, il ne sent pas si je suis encore mal à la tête. C'est vraiment moi que je dois dire si je peux tirer sur le vélo. C'était un match à Bienne, j'ai reçu un check, mais il était normal, par contre la tête. Mais par contre, après, je me suis tapé ma tête au plexi. Et puis j'avais un hématome même partout de la casque. Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes? Moi, j'ai vraiment mal aux yeux, c'est vraiment la lumière qui me fait mal. Et puis à cause de ça, j'ai du mal à la tête après. Maux de tête, confusion, les symptômes de la commotion cérébrale, aussi appelés traumatisme crânien mineur, sont multiples et ne sont pas toujours faciles à repérer. Seuls 10% des commotions cérébrales causent une perte de conscience. Le docteur Jean-Claude Cutel suit l'équipe des Cloten Flyers depuis 25 ans. Il est aussi médecin de l'équipe nationale. La commotion, on la voit parce que nous, comme médecins, on est au bord de la patinoire, on voit, disons, le moment, et puis souvent le joueur reste couché pour quelques secondes, peut-être même pour 1-2 minutes. Parfois, on doit même le sortir sur une civière. Et puis après, on commence vite à faire certains tests. Tout d'abord, on veut savoir, il doit nous dire son nom, où il est, s'il connaît le résultat actuel du match, etc. Et puis là, on voit tout de suite, est-ce qu'il a un blackout? Souvent, on voit qu'il y a peut-être 1-2 minutes en arrière, plus 30 secondes après, il a un laps de temps de 2-3 minutes, ou parfois plus, où il ne sait plus rien du tout. Alors là, on doit dire, ça c'est un joueur qu'on achemine à l'hôpital pour une surveillance pendant 24 heures pour être sûr qu'on n'ait pas, disons, des problèmes plus importants. C'est le risque numéro 1 pour le hockey? Je pense que c'est le risque, disons, le plus conséquent, parce que c'est clair, on a d'autres blessures, on a des blessures d'épaule, de genoux, etc. Mais ça, normalement, moi je suis chirurgien orthopédiste, on peut traiter et puis il n'y a pas trop de conséquences. Par contre, la commotion, disons, les joueurs ont 20 à 30 ans et puis ils ont encore 50 ans de vie devant eux. Alors, on sait que des commotions à répétition, ça peut créer des problèmes ultérieurement. Et puis, on a des joueurs qui ont dû arrêter, même avant 30 ans, le sport parce qu'ils avaient toujours mal à la tête. À partir du moment où le traumatisme est jugé mineur, le joueur doit suivre un protocole de retour au jeu en 6 étapes. Au mieux, il reviendra 7 jours après le choc reçu. Pour Patrick, 3 semaines se sont écoulées. Il est revenu une première fois à l'entraînement, mais les symptômes sont aussi revenus et il est de nouveau à la case départ.
Lorsque la tête reçoit un choc important, le cerveau est frappé contre la boîte crânienne. L'importance du traumatisme dépend de l'intensité du choc. Les traumas mineurs, c'est en fait quand on a un choc sur la tête, qu'on n'a pas de perte de connaissance, on a peut-être une amnésie, et il n'y aura pas de déficit ou de paralysie ou de choses comme ça, puis pas bien sûr le coma. Dans les traumas légers, le sport est souvent mis en cause. Antoine Fournier passe tous ses jours de congé sur les pistes. Saut, acrobatie, l'idée est de profiter au maximum de la neige et du plein air. Mais lors d'un shooting de nuit, la sortie tourne mal pour lui. J'étais au snowpark faire des photos avec un photographe professionnel pendant la nuit avec les lumières de la plaine. C'était assez joli et puis premier essai, on voyait pas bien la réception et puis j'ai pas pris assez de vitesse puis j'ai atterri sur le plat. Donc j'ai les genoux qui se sont pliés puis j'ai le menton qui a tapé sur le genou et puis j'ai la tête qui est partie en arrière. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une commotion quand je me suis assis après être remonté à pied. Je sentais que j'avais mal à la tête et que ça allait pas quoi. L'impression de voir des étoiles un peu partout et puis un peu des nausées, mal au ventre, envie de vomir. Ensuite, on a le trauma modéré, où on aura ce qu'on appelle un tout petit peu une baisse des capacités fonctionnelles, transitoire. Et puis ensuite, le trauma majeur. Alors là, c'est souvent quand on a une baisse de la vigilance. Pour déterminer l'importance d'un traumatisme crânien, les spécialistes procèdent à un examen clinique et utilisent ce qu'on appelle l'échelle de Glasgow. Le score de 15 sera attribué à une personne normale. Le 3 représente une personne réactive qui ne se réveille pas, qui ne bouge pas quand on le stimule. Des traumatismes crâniens, le docteur Fishman en voit très souvent. Si la personne est jeune et en bonne santé, elle repart en général chez elle avec quelques consignes à suivre pour que la situation ne s'aggrave pas. L'urgentiste voit aussi de plus en plus de personnes âgées qui sont victimes de chutes. 80% des cas de traumatisme crânien sont traités aux urgences. L'épidémiologie des grandes études, ça concerne toute la vie. Puis il y a un premier pic chez les tout-petits qui ne se rattrapent pas, qui tombent de la table allongée, qui tombent du toboggan. Puis une nouvelle épidémie de l'adolescence à l'âge adulte, 15-40 ans, où c'est la première cause de mortalité à cet âge-là, où on meurt finalement peu d'autres choses. Et un troisième pic, on parlait de l'âge, c'est la personne âgée qui chute à nouveau, ne se retient pas, parfois des médicaments qui favorisent le saignement, un état préexistant qui aggrave la situation encore. Ça concerne vraiment toute la vie et toutes les tranches d'âge. Dans le cas des traumatismes crâniens sévères, la cause la plus importante est l'accident de la route. Même si avec l'airbag et la ceinture de sécurité, le nombre de traumas de cette catégorie a diminué ces dernières années. Les accidents de travail sont aussi une cause importante. Lorsque le choc est violent, les dégâts peuvent aussi être majeurs. Les neurochirurgiens entrent alors en scène et déterminent s'il faut opérer le patient. Écoutez, il n'y a pas grand-chose. Au moment où il y a un traumatisme, vous avez ce qu'on appelle la lésion primaire. La lésion primaire, ça se passe dans les fractions de seconde du trauma. Vous avez le choc, on va prendre un exemple, vous avez une fracture, un bout d'os qui rentre dans le cerveau, qui va créer une hémorragie, puis qui va appuyer sur des régions cérébrales, on va dire fonctionnellement importantes. Alors ça, c'est au moment, dans la fraction de seconde de l'accident, c'est ce qui survient. C'est la lésion primaire, qui va avoir un certain nombre de conséquences. Mais dès qu'il y a eu traumatisme, il va se passer dans le cerveau exactement ce qui se passe dans n'importe quelle autre partie du corps. Vous avez tout un tas de réactions qui vont se mettre en marche, qui sont avec une cascade enzymatique de choses et qui vont aboutir en particulier à ce qui se passe quand vous avez un bras cassé, ça va enfler. Et la même chose va se passer au niveau du cerveau, vous avez le cerveau qui va avoir tendance à enfler. Et là, on va entrer dans les lésions secondaires induites par
réaction du corps humain, en fait. Il y a justement le cerveau qui va gonfler, il y a des transmetteurs qui vont être libérés, et tout ça, ça va pouvoir aggraver la situation. Et donc, tout le traitement, toute la prise en charge, finalement, en ce qui concerne la neurochirurgie, va être de limiter ou de diminuer les effets néfastes de ces éléments secondaires qui surviennent. Le neurochirurgien Marc Morard travaille en étroite collaboration avec le service des soins intensifs. L'objectif est de limiter les lésions secondaires, souvent dévastatrices, et d'éviter que le gonflement du cerveau n'entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne. Pour cela, le docteur Raymond Friolet et son équipe font tout pour que le cerveau reçoive suffisamment d'oxygène. On va essayer d'empêcher que des dégâts supplémentaires ne viennent s'ajouter au cerveau. Et effectivement, là, la grande crainte, c'est que la pression intracrânienne monte et que, justement, que le sang ne puisse plus pénétrer, que la perfusion du cerveau ne puisse plus se faire correctement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de pression intracrânienne ? Alors notre pression artérielle, elle a une limite. Habituellement, on a une pression artérielle de 120/80 par exemple, ça c'est une valeur normale. Et il faut s'imaginer que quand la pression à l'intérieur du crâne augmente, au-dessus d'une certaine valeur, il n'y a juste plus de sang qui entre dans le crâne. Et le cerveau n'est plus perfusé. Ça équivaut à la mort cérébrale. Après, il y a des degrés moindres avant qu'on soit en mort cérébrale. Et il peut simplement y avoir une diminution de cette pression de perfusion, comme on appelle ça, qui entraîne une hypoxémie tissulaire. Donc il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive au cerveau, ce qui peut entraîner des dégâts au niveau du cerveau, notamment aussi dans des zones qui n'ont pas été touchées par le trauma initial. Pour diminuer la pression intracrânienne, il existe des médicaments et des méthodes efficaces. Il faut aussi souvent opérer le patient. Quand je suis tombé ? Ouais, quand vous êtes tombé, c'était plus ou moins cette hauteur-là ? Je crois que c'était moins haut, c'était un étage plus bas. Je retourne au fitness, parce que mon médecin m'a autorisé à retourner au fitness, mais j'arrive pas. À peu de choses près, Pascal Kittel aurait pu y laisser la vie. Ouais, bon, ça fait partie aussi de la fatigue, je pense. Oui, sûrement. Ça fait pas mal, comme la fatigue, ça me fait pas mal. Le 9 décembre 2010, j'étais chez moi, je posais des galères de Noël et je suis tombé. J'ai eu un malaise ou quelque chose du genre et je suis tombé sur la tête. Et voilà, j'ai fait 17 mois d'hôpital après et de la SOA bien sûr. Mais je m'en sors bien. Vous êtes tombé de très haut ? Je suis tombé, j'habitais dans une villa à Saviez, je suis tombé d'un étage, c'est environ 4 mètres. Mais c'est sur la tête, c'est violent. J'ai la boîte crânienne qui s'est ouverte. L'ambulancier, qui est un ami, m'a dit que j'étais mort. Enfin, qu'il voyait mort. Et la neurochirurgienne a eu la bonne idée de dire à mes parents que ça vaut la peine de m'opérer, puisque j'inspirais encore, et puis voilà le résultat. Pascal Kittel reste 6 mois dans le coma. Lorsqu'il se réveille, il n'est plus le même homme. Il doit réapprendre à manger, à parler, à marcher. Lentement, au fil de la physiothérapie, sa motricité revient, puis ses souvenirs. Aujourd'hui, Pascal Kittel peut conduire, il est autonome, à la maison. Il garde plusieurs séquelles de l'accident. Oui, il y a quand même quelques séquelles à un TCC, dont je dors environ 12 heures par nuit. Avant cet accident, je dormais 4 à 5 heures par nuit. Simplement, c'est de la fatigue. Et puis, je dois m'étendre pour regarder la télé après le dîner, c'est tout. Mais sans faire de sieste. C'est une belle évolution parce qu'il est sorti du coma, mais il n'empêche que sa vie a totalement changé. Alors, ce qui est admirable chez ces personnes, mais ce n'est pas donné à tout le monde, c'est que lui a accepté tout cela. Il a fait le deuil de son passé, il a reconstruit. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas oublier ce qu'ils étaient. Et cela, pour eux, la vie devient insupportable, telle qu'on leur offre. Et c'est cela où il est très difficile de pouvoir les accompagner. Et c'est généralement ceux-là qui vont se suicider, ou bien devenir dépressifs, ou bien devenir irritables, où la vie devient insupportable en famille, parce qu'ils ne supportent pas ça.
Le docteur Philippe Voidance de la clinique romande de réadaptation est en service depuis 1998. Il parle d'épidémie silencieuse, car en Suisse, environ 1000 personnes par année souffrent d'un traumatisme crânien sévère. C'est une trentaine de personnes en Valais. Là-dessus, 25 auront des difficultés de réinsertion. Voilà, à tout à l'heure. Hein? À tout à l'heure. 80% des graves traumatisés crâniens seront capables de marcher après 2 ans, que ce soit avec une canne ou sans rien. Donc il y a souvent peu de handicap physique. Mais par contre, 80% vont malheureusement garder des séquelles, ce qu'on appelle cognitives, donc des troubles de l'attention, de concentration, et surtout comportementales. Donc le comportement est modifié et c'est ça qui va, disons, gêner ces gens toute leur vie pour participer à la vie sociale, à la vie familiale, et le pire, c'est bien sûr, c'est la réinsertion professionnelle. J'ai 50 ans, je ne pourrai plus travailler parce que mes neurones et mes synapses ont pris une drôle de secouée. Je suis devenu plus philosophe sur la vie parce que je suis vivant, je pense. Et puis, je m'occupe plus de moi, pour la même raison. Je ne suis pas spécialement croyant, mais effectivement, je me traite de miraculé, oui. Vous avez vu son garage? Je ne connais pas de famille, de patients que je suis qui me disent pas « il est différent, il n'est pas comme avant ». Alors ça peut être pas comme avant du point de vue du comportement, ça peut être pas comme avant du point de vue de motivation, ça peut être pas comme avant du point de vue de son expérience, de sa rapidité dans les gestes. Il a ralenti, il se fatigue plus vite. Mais le plus souvent, c'est les modifications du comportement. Voilà, entrer seulement. Comment ça va généralement pour rechercher des informations dans des journaux, être à l'heure au rendez-vous? Ça va, je mets une alarme. Vous mettez une alarme? Ouais. D'accord, parce que c'est difficile de se rappeler de certaines choses. Puis vous mettez une alarme où? Sur mon téléphone. D'accord, quand il y a quelque chose d'important à se rappeler, vous devez mettre une alarme. Ah, je ne l'ai pas pris. Jérémy a eu un accident de travail. Il est tombé d'un étage. Il suit aujourd'hui une physiothérapie pour l'aider à retrouver ses fonctions cognitives. Avec Jérémy, j'essaie de travailler les aspects qu'on appelle exécutifs, tous ces comportements qui sont dirigés vers un but, s'organiser, planifier quelque chose, initier une action. Et puis ce qu'on essaie de faire en fait par des stratégies comme ça, c'est de lui inculquer une nouvelle systématique, l'aider à planifier, pas aller trop vite pour éviter des erreurs en fait. Sion. Ok, Sion. Donc on est déjà au bon endroit. Qu'est-ce qu'on cherche ensuite? L'aéroport. Ok, aéroport. A. Voilà. G. Ok. Donc A. R. E. A, E, R. Puis là, on en est à A, U. A, U, ok. Après, c'est toujours difficile à dire jusqu'à où on va récupérer. Ce qu'on essaie, c'est de les amener le plus loin possible. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, les stratégies sont apprises, mais elles ne sont pas généralisées au quotidien. Donc, les patients arrivent nous dire « oui, je sais quelle stratégie utiliser, qu'est-ce que je devrais faire ?» Mais confrontés aux difficultés, ils ne les mettent pas en place. Généralement, c'est surtout les problèmes de mémoire, de concentration, d'attention, c'est la fatigue, et puis tout ce qu'on appelle, nous, les fonctions exécutives. Ce qui vous permet d'organiser, de planifier toutes vos activités, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, d'en faire une à la fois, de maintenir son attention de façon continue. Ça, généralement, ce sont toutes ces fonctions qui sont perturbées. Pas nécessairement toutes ensemble, mais généralement plusieurs en même temps. Et souvent, chez un traumatisé crânien, la personne n'est pas consciente de ses difficultés. L'étape d'après, ce serait quoi? C'est difficile pour vous de faire ce type d'activité? Non. Non. Ça va. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer au niveau de vos fonctions? La mémoire. La mémoire, améliorer la mémoire. La route est encore longue pour Jérémy, mais il a déjà fait énormément de progrès depuis son accident.
Il se situe du côté des survivants, car il s'agit de la cause de mortalité la plus importante chez les 15 à 40 ans. Le traumatisme crânien mineur, quant à lui, n'a pas du tout les mêmes conséquences. Il est par contre beaucoup plus fréquent. Là, le risque est d'accumuler les traumatismes. Kewin Orellana chausse les patins pour la première fois depuis qu'il a reçu une charge contre la tête il y a 1 mois et demi. Le jeune homme de 20 ans a déjà fait 4 commotions cérébrales, mais il a toujours des fourmis dans les jambes pour revenir au jeu lorsqu'il vit des périodes de repos forcé. Il a fait une première commotion cérébrale à l'âge de 17 ans. C'était charge dans le dos et puis la tête la première dans la bande, quoi. Et là, vous avez réagi comment? C'est le médecin et le soigneur de l'équipe qui sont venus me chercher. Moi, j'étais un peu KO, étant donné que c'était le médecin de l'équipe suisse, et puis pas celui de Lausanne. Enfin, je jouais à Lausanne à cette époque-là. J'ai repris directement quand je suis retourné en Suisse, et puis 2 semaines plus tard, rebelote, j'ai repris une autre commotion, et puis là j'étais à l'arrêt pendant 1 mois. Il y a une sorte de période de fragilisation après un premier choc. Un deuxième même choc aurait plus de conséquences. Donc il ne faut pas avoir d'activité à risque de refaire une deuxième commotion. C'est pour ça que quand on voit un boxeur se relever d'un KO et recommencer le combat, on peut en termes médicaux se poser des questions. Un KO, c'est un traumatisme crânien et c'est une commotion cérébrale. Quel est le risque du deuxième impact? Le risque, c'est qu'il y ait plus de dégâts, vraiment des dégâts qu'on voit aussi après au niveau de... Si on fait un CT scan ou un IRM, qui est des hémorragies, qui est des contusions, etc. Parce que là, disons, il est plus apte à réagir, mais il n'a encore pas remarqué. Pour sensibiliser les joueurs et les entraîneurs dans le monde du hockey, le docteur Guéry Busser a mis sur pied en Suisse le projet Impact. Sa femme, Christine Busser, rencontre tous les clubs de Ligue A et B et fait passer une série de tests aux joueurs durant l'été alors qu'ils sont en bonne santé. Puis, lorsqu'un joueur tel que Patrick von Gunten veut savoir s'il a encore des symptômes d'une commotion, il repasse le même test et peut comparer ses résultats. Oui, 1 c'est peu et 6 c'est beaucoup. Je pense à 1, 2. sensibilité à la lumière. Oui, ça surtout un 3. Ouais. Intellectuellement brumeux, c'est comme tu as du bruit devant toi. Ah ouais, quand tu as des problèmes avec les yeux, ouais, ça arrive un peu. On peut dire aux joueurs, tu vois, disons, là tu as un problème, c'est surtout des joueurs qui veulent à tout prix, disons, rejouer au plus vite, alors on peut dire, écoutez, là il y a un problème. À l'occurrence, on peut aussi montrer à l'entraîneur, le dire, parce que c'est clair, des joueurs importants, vous parlez de von Gunten, nous on aimerait au plus vite nouveau l'aligner, parce que c'est un de nos meilleurs défenseurs, mais on ne peut pas prendre le risque de le faire jouer s'il n'est pas vraiment à 100%. Le projet porte ses fruits et les médecins de la Ligue vont plus loin encore, avec d'autres projets. Ils veulent sensibiliser non seulement les professionnels, mais surtout les débutants. C'est clair, au niveau de la Ligue A, on doit essayer de diminuer ces commotions, mais on doit surtout éduquer les mini, les bambini, etc., qui comprennent que leur sport, il comprend un adversaire et puis que sans un adversaire, il ne pourra pas jouer au hockey. Alors il faut l'expliquer qu'on ne veut pas détruire son adversaire, même si parfois dans les vestiaires, les entraîneurs avant juste le match, mais en principe, il faut respecter son adversaire parce que sans adversaire, il n'y aura pas d'hockey sur glace. Si un jour vous deviez choisir entre le hockey et votre santé, Bon, après, il faudra se rendre à l'évidence, mais c'est clair que c'est la santé qui prime. Mais le hockey, c'est toute ma vie, quoi. Dans le sport, la meilleure façon de prévenir les traumatismes crâniens, c'est bien évidemment de porter un casque et de faire preuve de fair play. Sur la route, éviter les comportements à risque, la vitesse, l'alcool au volant qui sont réellement des facteurs aggravants. Mais tout cela fait bien sûr appel au bon sens. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.